Je vais donc, pour commencer, parler Итак, de я l'abbé Grégoire. вначале буду говорить Je об suppose un аббате peu que c'est Григории. un personnage Я предполагаю, что, de la Révolution française, что mais этот персонаж chez известен nous, même еще en France, французской bien qu'il революции. soit entré au Panthéon, А во Франции, хотя он теперь останки personnage находится est в пантеоне, beaucoup moins connu que его Robespierre, гораздо меньше par знают, exemple. чем Робеспьера, например. alors qu'il mérite un réel intérêt. Однако он заслуживает C'est en большого fait au интереса départ к un себе. curé de campagne, Изначально это был de просто l'Est de la священник France, деревенский на député востоке de son ordre Франции. aux États généraux, Потом его избрали в mais Генеральную très ассамблею, cultivé, во très время intelligent, революции. Но это был очень интеллигентный, очень образованный et человек. qui va se on, retrouver au premier rang de l'aventure оказался в du первом clergé constitutionnel. ряду как раз среди вот C'est-à-dire этого qu'il accepte la révolution, non seulement il accepte, mais il la recherche, il est moteur dans la révolution, tout en étant profondément chrétien, в некотором смысле оставаясь христианином. au point qu'il sera le président de la Convention. Он потом даже станет En 93. председателем конвенции. C'est un homme qui, en tenue В d'évêque, 1993 году. préside И la Convention révolutionnaire. он, видите, подписался imaginez под un peu la революционной situation. конвенцией. Представьте Eh себе bien, эту cet homme, ситуацию. И так вот, этот человек, après la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en провозглашение 1789, прав человека и гражданина в 89 Et celui qui porte 1789 toute la году, discussion и он проводил la situation des Juifs дискуссии, dans l'Est de la посвященные France. ситуации евреев на востоке Франции. Et après la situation des Juifs, От того, как il он va занимался prendre en ситуацией charge евреев, celle des esclaves noirs потом d'Amérique. он стал заниматься черными рабами Il est donc Америки. celui qui fait voter la reconnaissance de la citoyenneté active pour tous les Juifs français. Активного гражданства для всех Actif, ça veut dire французских avoir le евреев. droit Что d'être значит élu активно? Это значит, что евреи должны et были иметь d'élire. право избирать и быть избранными. Et c'est lui également qui va porter le premier vote de la Première République de l'abolition de l'esclavage. Sachant que l'abolition définitive de l'esclavage, après son rétablissement par Napoléon, n'aura lieu que sous la Seconde République, bien plus tard, en 1848. Cet homme, donc, d'une certaine manière, est un précurseur. C'est une figure révolutionnaire qui doit aujourd'hui nous intéresser beaucoup plus que d'autres. C'est une espèce de référence politique et morale française et internationale. En France, depuis son entrée au Panthéon sous un gouvernement de gauche, sous le gouvernement de François Mitterrand, en 1989, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, en compagnie de Condorcet et du mathématicien Monge, et à l'international, il a fait l'objet en particulier d'un colloque aux États-Unis en Californie. Nous sommes à présent dans l'ère d'après la Shoah et dans l'ère d'après le colonialisme. L'abbé Grégoire est dans la situation d'avant la Shoah, d'avant le colonialisme impérialiste, et il réagit à un contexte qui est celui de la persécution des Juifs en Europe chrétienne. C'est ça la question interculturelle, interraciale dominante à cette époque, d'une part, et d'autre part, la question, bien entendu, beaucoup plus grave encore, qui est celle des esclaves noirs, des colonies, comme on disait, des îles à sucre. Eh bien, Grégoire commence son travail par une étude historique que nous dirions aujourd'hui ethno-anthropologique de ce que sont les Juifs, notamment les Juifs allemands, ceux qu'il appelle les Juifs allemands parce qu'ils viennent de l'Est de l'Europe,
qui sont réellement persécutés dans la France de l'Est à l'époque, c'est-à-dire en Lorraine et dans les trois évêchés. Et il intervient, c'est ce qui montre qu'il n'est pas seul, après Mirabeau lui-même, qui a écrit sur Moses Mendelssohn, donc sur la réforme du judaïsme à Berlin, et qui a réfléchi sur Berlin à partir de quelque chose qu'on ignore encore beaucoup trop, qui n'est pas suffisamment présent dans notre vision des choses, c'est-à-dire de la révolution politique tentée en faveur des Juifs en 1753 en Grande-Bretagne. Je dis bien tenté parce que, ayant échoué. Et donc, ce que les révolutionnaires français vont essayer de faire, c'est de réussir là où les Anglais ont échoué en réglant la question des Juifs. Comment s'appelle le grand ouvrage de Grégoire sur le sujet? Ça vaut la peine d'y réfléchir. C'est un ouvrage qui est présenté donc à l'Académie de Metz en 1787, 2 ans avant la Révolution, et en réalité, les premiers papiers de Grégoire datent d'une dizaine d'années avant ça, et ça s'intitule « Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs ». Vous entendez un peu? Vous avez entendu le mot de régénération, qui est un mot très positif à l'époque de la Révolution. Mais dans le mot régénération, il y a tout de même espèce. Il s'agit de changer l'espèce. Alors, c'est un objectif qui ne concerne pas seulement les Juifs à l'époque, mais qui concerne tous les citoyens français, que l'on considère comme dégénérés d'une certaine manière du fait de la tyrannie. Il s'agit de régénérer tout le monde, spécialement les Juifs. Mais c'est vrai au plan physique, vous avez entendu le mot physique, vous avez entendu le mot moral, et vous avez entendu le mot politique. Et quand on lit le texte, il y a également le plan intellectuel. Eh bien, c'est la même démarche que Grégoire appliquera ensuite aux gens de couleur, qu'on appelle à l'époque aussi les sans-mêlés, et aux noirs. Il s'agit de régénérer tout le monde. On vient donc de voter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans notre représentation d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a partout des hommes une essence de l'homme fixe, bien reconnaissable. Et eux, en fait, ont comme objectif de faire justement, de produire les nouveaux hommes et les nouveaux citoyens. On comprend dans ces conditions que les Juifs, qui sont, je dirais, les plus malheureux des malheureux de la société française métropolitaine, soit le premier problème. Mais ce qui est étonnant dans la manière dont Grégoire décrit la situation de l'histoire des Juifs, c'est qu'en fait, il nous raconte la même histoire que, je dirais, l'apologétique juive actuelle. Depuis Vespasien, les Juifs sont victimes d'un grand malheur, qui est leur dispersion, la diaspora. Et fondamentalement, tout vient de là. Et Grégoire énumère les massacres, avance des chiffres faramineux de boucheries de Juifs qui ont lieu dans différents pays d'Europe, parle du mur de séparation, c'est le mot exact, l'expression exacte, qui est posé entre les Juifs et les autres nations européennes, et insiste énormément sur toutes sortes d'humiliations, dont l'interdiction de la plupart des métiers. Les Juifs ne peuvent pas faire d'autres métiers, explique-t-il, que le commerce et à l'intérieur du commerce plutôt l'usure, d'une part, et d'autre part, dans l'habitat,
on ne leur permet pas de se mêler à la population. Et ils discutent la question de savoir si tout ça vient de la religion juive elle-même, si cela est inné chez les juifs, ou si cela leur est imposé. Parce que dans l'argumentation, pour beaucoup, c'est le judaïsme qui interdit aux juifs de se mêler aux autres, aux chrétiens. C'est le judaïsme qui prétend que les juifs sont un peuple élu, et donc qu'il n'est pas possible de le traiter de la même manière que les autres peuples, qui interdit le mariage avec des Français. Et quand on regarde de près, bien entendu, ce qu'on appelle l'usure correspond en fait à l'invention de la finance, notamment à travers les lettres de change, l'intérêt, le prêt et l'intérêt. Lorsque Grégoire évoque donc la situation des esclaves, il peut facilement répliquer le même modèle. Le malheur initial, qui est celui de la vente en esclavage, la séparation, l'interdiction par exemple de prendre un nom européen pour les enfants qui naissent d'un maître et d'une esclave, l'habitat séparé, etc., Mais il aborde la question, non pas directement par les Noirs, par la Société des Amis des Noirs, mais par les gens de couleur ou les sans-mêlés, qui ont eux des élus à l'Assemblée constituante et qui revendiquent les conséquences des droits de l'homme de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens pour avoir le droit d'être également largement éligibles électeurs et pour pouvoir eux aussi exercer tous les métiers. Parce que dans les colonies, on leur interdit un certain nombre de métiers. On leur interdit l'orfèvrerie, on leur interdit la chirurgie, la médecine, sous peine de punition corporelle. Donc, vous voyez l'analogie de situation. Et bien sûr, ces sans-mêlés ne sont pas non plus des Noirs. C'est-à-dire qu'ils sont utilisés par les colons pour maîtriser la population des esclaves noirs. On leur donne en particulier la charge de la maréchaussée, c'est-à-dire de ce que nous appelons aujourd'hui la gendarmerie. Et c'est eux qui sont chargés, par exemple, d'aller traquer les esclaves en fuite, ou de monter la garde devant l'habitation des colons. Et ils ont donc une position intermédiaire et très ambiguë. Et c'est par là que Grégoire abordera donc la question de l'esclavage. Mais il la dépassera très rapidement pour s'occuper des Noirs. Seulement, il aborde plus tardivement cette question, et c'est en réalité sous l'Empire, sous Napoléon et sous la Restauration, donc à partir des années 1800 jusque dans les années 1820, Grégoire meurt en 1831, c'est dans cette période d'après la Révolution qu'il va publier ses textes sur les Noirs, et en particulier son essai majeur qui s'intitule de la littérature des nègres. Alors il ne s'agit pas de ce qu'écrivent les nègres, parce que les pauvres n'ont pas sont illettrés, mais de ce qu'on écrit sur eux, ou recherche sur leur faculté intellectuelle, leur qualité morale et leur littérature, quelques rares témoignages, suivi de notices sur la vie et les ouvrages des nègres qui se sont distingués dans les sciences, les lettres et les arts. C'est publié en 1808. Ce qui peut nous surprendre aussi chez Grégoire, c'est que
au lieu de tenir un discours sur les bons nègres, les bons juifs, il est très critique par rapport aux malheureux. Il explique que les juifs sont réellement dégradés. Il s'appuie sur Lavater pour décrire des traits physiognomiques dégradés par l'histoire. Il parle des vices des juifs, de leur rapacité, de leur perversité morale. Pour faire vite, je vous cite quelques titres de chapitres. Et vous verrez que tantôt il accuse, tantôt il défend. Je cite, réfutation de plusieurs calomnies dont on a chargé les Juifs dans le Moyen-Âge. Il réfute. Réflexion sur le caractère moral des Juifs. La plupart de leurs vices proviennent des vexations qu'ils ont souffertes. La plupart. Ou bien, danger de tolérer les Juifs tels qu'ils sont. Danger de tolérer, il y a le grand mot de tolérance, les Juifs tels qu'ils sont à cause de leur population. Parce que les Juifs, explique Grégoire, se multiplient beaucoup plus rapidement que les chrétiens, démographiquement. Il y a donc un danger juif en France. Ou encore, danger de tolérer les Juifs tels qu'ils sont à cause de leur commerce et de leurs usures. Parce que demain, ils vont posséder toutes nos terres. Alors que pour Grégoire, qui est un physiocrate, il faut mettre les Juifs au travail de la terre, donc leur permettre d'acquérir normalement, et pas par l'usure, une propriété territoriale, et les rendre productifs. Alors, dans cette opération, Grégoire utilise plusieurs mots entre lesquels le jeu est intéressant. Ces mots sont bien sûr celui de race, mais aussi celui de nation et celui de peuple. Et ces trois mots fonctionnent souvent de manière presque synonyme. Je vous donne une citation. Il s'agit des Juifs. Voilà 17 siècles qu'ils se débattent, se soutiennent à travers les persécutions et le carnage. Toutes les nations se sont vainement réunies pour anéantir un peuple qui existe chez toutes les nations, sans ressembler à aucune. Si les tribus sont confondues, donc les tribus d'Israël, les tribus juives, la race ne l'est pas. Et dans tant de contrées différentes, par les religions, les idiomes et les usages, donc vous voyez qu'il n'est pas seulement question de physique, mais essentiellement de religion, d'idiomes, de langue, d'usage, la race d'Abraham subsiste sans mélange. Autre citation, la dispersion a modifié ce peuple, mais ces modifications ne portent guère que sur deux objets. L'attachement obstiné à la croyance, qu'il abandonnait avec tant de facilité dans les temps antiques, et l'esprit de cupidité qui le domine universellement. Le commerce a introduit un changement moral dans son moral. Autrement dit, ce que nous pensons en 1789 des Juifs, c'est-à-dire qu'ils sont indéracinables de leur foi, inconvertissables au christianisme, d'une part, et d'autre part, qu'ils sont complètement corrompus par l'argent et qu'ils ne pensent qu'à l'argent, c'est l'histoire qui l'a produit. Il n'était pas comme ça du tout au départ de Palestine. Donc l'étiologie de Grégoire est essentiellement socio-historique. Mais pour autant, on est tout de même au XVIIIe siècle, les considérations physiques sont prises en cause. Et par exemple, Grégoire ne se prive pas d'évoquer le tempérament efféminé des Juifs. C'est ce que disait hier notre ami Maurice Hollander à propos des Juifs capables d'allaiter, leur mauvaise odeur, les effets de la malpropreté légale en temps de deuil qui produit des maladies, et le défaut de croisement dans l'espèce qui a bâtardi les races et qui dégrade la beauté des individus.
C'est des propos que tenaient en France les antisémites du régime de Vichy sous l'occupation allemande. Et on les trouve dans un homme qui est maintenant au Panthéon. Hier, nous parlions quelquefois de ces inversions de signes et de valeurs, ou d'usage des arguments. Là, on est typiquement dans cette situation où Grégoire utilise cette description pour provoquer au contraire un apitoiement et un réflexe positif en faveur des Juifs. Je vous donne une dernière citation dont vous entendrez les échos actuels, en particulier à travers les mots autonomie et communauté. Grégoire donc veut abattre le mur de séparation et il veut tracer une ligne nouvelle à l'intérieur même du judaïsme. C'est-à-dire qu'il veut faire violence au judaïsme d'une certaine manière pour le régénérer. Je cite: pendant les 4 premiers siècles, les Juifs ont joui en plusieurs pays du droit d'autonomie, surtout à la faveur de la politique romaine, qui s'attachaient les peuples vaincus, les municipes, en leur laissant leurs lois et leurs usages. Donc le modèle romain consiste à laisser aux Juifs leurs droits et leurs usages. Actuellement encore, en diverses contrées, ils ont droit de première instance pour les difficultés qui s'élèvent entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont un régime judiciaire particulier. On leur a laissé la plupart de leurs usages, parce qu'on a vu que chez eux, la religion s'étend à toutes les branches de législation, jusqu'au moindre détail de police. Leur salédrin jugeait les causes ecclésiastiques et civiles. Mais distinguons dans la loi mosaïque ce qui tient essentiellement à l'exercice du culte de ce qui n'est qu'objet de jurisprudence civile et criminelle. Ce sont des choses séparables. Accordons aux Juifs entière liberté sur le premier article, et dans tout ce qui n'intéresse pas les biens, la liberté et l'honneur du citoyen, et quand tout le reste, ils soient soumis aux lois nationales. Voilà la position de Grégoire. Alors, j'aborde maintenant le second moment, qui est placé sous le signe du philosophe Henri Saint-Simon, peut-être moins connu en Russie. Et ce moment est celui de la réinvention d'une sorte de racialisme historique qui amène Saint-Simon finalement à proposer, sous la dénomination de nouveau christianisme, un syncrétisme qui concerne, un syncrétisme chrétien, pardon, qui concerne évidemment les catholiques pour commencer, mais aussi les protestants et aussi les juifs. Saint-Simon est un aristocrate qui a pris parti pour la Révolution française, donc qui a lui aussi trahi son ordre d'une certaine manière, qui a même participé à la vente des biens nationaux de l'Église, des biens de l'Église. Il est de la même génération que l'abbé Grégoire, et à partir de l'Empire, et plus fort encore sous la Restauration, il produit un système philosophique qui part de l'intérieur du libéralisme pour amener à ce qui ressemble à déjà au socialisme de la seconde moitié du XIXe siècle. C'est un utopiste social qui a son monument avec Fourier et Proudhon juste à l'extérieur de l'enceinte de notre Kremlin, et donc que je suppose un peu connu, parfaitement oublié, ministère Jenkins. Voilà, c'est pour ça que je tenais à dire quelques mots de lui. Et donc, Saint-Simon
qui apparemment ne s'occupe pas du tout de questions de race quand on lit ses textes à première vue. Saint-Simon en réalité est l'homme qui a inspiré à l'historiographie libérale française, donc à Augustin Thierry, mais aussi à Michelet, et aussi à Guizot, la théorie de la lutte des races, dont vous savez qu'est sortie la théorie de la lutte des classes. En tant qu'aristocrate, il savait parfaitement, il avait été élevé à l'idée que les nobles sont d'une autre race que les paysans. Et donc, en projetant sur la Révolution anglaise et sur la Révolution française la grille de lecture d'un combat des races, il explique d'une certaine manière, il montre une réalité sociale, et il explique d'une certaine manière le mouvement de l'histoire. Mais bien sûr, il dépasse très rapidement cette question ethnique pour essayer de construire le concept de classe. Seulement, quand on lit encore un peu plus attentivement ces textes, on trouve par exemple une phrase comme celle-ci. Un objectif de la réorganisation européenne, parce que Saint-Simon est un grand penseur de la construction européenne, c'est, je cite, de peupler le globe de la race européenne qui est supérieure à toutes les autres races d'hommes, de le rendre voyageable et habitable comme l'Europe. Ou encore, on trouve cette idée que l'espèce humaine se divise en plusieurs variétés, dont la première serait la variété européenne, puisqu'elle est établie et qu'elle s'est maintenue dans la partie du globe qui produit le plus de blé et qui contient le plus de fer. Saint-Simon pousse donc la logique, et c'est choquant bien entendu pour nous, parce que c'est en principe un libéral et c'est en principe un socialiste. Il pousse la logique jusqu'à dire que la Révolution s'est trompée en établissant en principe que les nègres étaient égaux aux Européens. Pour lui, l'émancipation des nègres est une erreur. Pour lui, la race européenne est faite principalement de ce qu'il appelle la peuplade de l'Ouest, partie de la Tartarie, berceau de l'espèce humaine. Et cette peuplade de l'Ouest comprend les Égyptiens, les Grecs, les Français, les Espagnols, les Juifs, les Arabes. Je ne vous dis pas la situation des Noirs. Il reste que pour un Français catholique, en principe, un de Saint-Simon, mettre en exergue l'apport des Arabes aux sciences européennes est déjà une dissidence. Et surtout, prétendre fonder un nouveau christianisme, puisque c'est le titre de son dernier ouvrage en 1825, fonder un nouveau christianisme, en collaborant avec des financiers juifs, ça, c'est bien pire. Et c'est quelque chose qui a été très peu remarqué par les historiens du socialisme. Pourtant, celui qui écrit l'introduction du nouveau christianisme s'appelle Olinde Rodrigue. C'est donc un juif portugais habitant Paris, un mathématicien qui a laissé une œuvre connue en mathématiques, mais qui n'a pas pu exercer les mathématiques à l'université parce qu'il était juif, et qui a donc pratiqué la finance avec ses instruments mathématiques. Et c'est lui qui a soutenu Saint-Simon dans les dernières années de sa vie, qui est venu à son secours physiquement, matériellement. C'est lui qui écrit donc l'introduction au nouveau christianisme. Et c'est lui qui transmet le saint-simonisme à ceux qui vont fonder l'école saint-simonienne. C'est lui qui a les papiers, les manuscrits, les textes.
Un autre juif est à côté de lui, c'est Léon Halévy, le père de la fameuse lignée de musiciens. Et avec lui viendront les Pereire, Émile et Isaac, c'est-à-dire les grands banquiers du Second Empire, qui sont saint-simoniens au départ. Pour vous dire à quel point c'est important et à quel point les gens de l'époque l'ont repéré, dans les années 1840 paraît un pamphlet, d'ailleurs par un fourriériste, c'est toujours de l'intérieur que le mouvement socialiste discute, signé par Toussenel, l'homme s'appelle Toussenel, et ça s'appelle Les Juifs rois de l'époque, bien avant Bobino, bien avant la France juive d'Édouard Drumont. Et sont dénoncés comme juifs, non seulement les Pereire, qui sont juifs, évidemment, juifs émancipés, mais aussi les chefs pas du tout juifs du saint-simonisme, notamment Prosper Enfantin, qui est lui d'une bonne famille catholique, ou Charles Duveyrier, qui est lui aussi d'une bonne famille catholique, ou les Talabot, qui jettent des chemins de fer sur toute la France, et qui sont eux aussi des catholiques. Ce que ne supporte pas donc la France de cette époque, c'est ce grand mouvement industriel et financier qui exproprie beaucoup, qui change les paysages, qui change le rythme de la vie, qui introduit une autre culture technique et scientifique et économique. Et il identifie, donc la France de cette époque identifie ce mouvement, non pas au saint-simonisme, mais au judaïsme, qui est une espèce de faux nom pour eux du saint-simonisme. D'où l'importance des deux personnages dont je vais parler maintenant, essentiellement qui sont, je crois qu'il faut que j'aille un peu plus vite, qui sont Gustave d'Echtal et Ismaïl Urbain. Le début du saint-simonisme, de l'école de Saint-Simon, ne fait pas du tout attention à la question des races. Il imagine qu'elle est pratiquement réglée. Je vous donne une simple citation. Ils imaginent, je cite, que par suite de la circulation entre les familles et les individus sur le globe, l'exploitation de l'homme par l'homme, parce que les saint-simoniens sont les inventeurs de cette formule, si elle se continue encore, soit flottante, au moins quant aux races sur lesquelles elle pèse. Donc, pour eux, la question est pratiquement réglée. En réalité, ils la redécouvrent lorsqu'ils font retraite, une espèce de retraite à la fois spirituelle et militante. Amélie et Montand, c'est un épisode connu dans l'histoire du socialisme. Et là, ils vivent ensemble. Et la séparation entre les juifs, les pas juifs et les autres est tombée. Et alors là, oh surprise, il y a un homme de couleur, qui n'est d'ailleurs pas plus de couleur que moi, d'apparence, mais qui est en fait homme de couleur à l'état civil parce qu'il est originaire de Guyane, que son père marseillais l'a produit avec une femme descendante d'esclaves. Il a donc du sang noir. Et il a un tout petit peu, il a la peau blanche pratiquement, et un tout petit peu des traits noirs. Mais il est rejeté par sa famille française, il est interdit un certain nombre d'études, et il se vit comme séparé des autres, pas normal. Et à Ménilmontant, où on fait du théâtre, de la musique, il a l'idée de composer une prière du noir. Il est très jeune, il compose une prière du noir, et il la représente en se drapant théâtralement d'une espèce de cape et en déclamant lyriquement. Et Gustave d'Echtal, juif allemand, fils d'un grand banquier bavarois, qui a souffert, qui est converti au catholicisme, mais qui a souffert de l'humiliation, des humiliations subies par les juifs par la France de la Restauration, est sidéré de rencontrer un noir. Et il reconnaît une espèce de frère de misère dans ce personnage. Et alors à partir de là, s'installe entre eux deux
une sorte de fraternité au-delà de leurs races différentes. Mais le juif est le juif et le noir est le noir. Le juif appartient à la peuplade de l'Ouest et le noir est plutôt du côté des esclaves. Il y a une grande inégalité. Eshtal est fils de banquier, Urbain est fils d'un armateur minarien, pas un sou. Il est très pauvre. Et donc, Urbain va protéger Eshtal. Pardon, Eshtal va protéger Urbain. Et lorsque Urbain reviendra d'un séjour en Égypte, où il s'est converti à l'islam parce qu'il a trouvé que les Noirs étaient mieux traités en Égypte, en islam, qu'en France, eh bien, Eshtal va l'encourager à devenir interprète militaire en Algérie. Au début de la conquête de l'Algérie. Et il lui explique qu'en Algérie, à Alger, il devrait s'occuper de la population noire. Il lui dit, toi tu es noir. Mais le pauvre Urbain ne se reconnaît pas du tout dans les populations d'esclaves ou d'hommes libres noirs à Alger, qui chantent, qui dansent, qui font la fête dans la rue. Qu'il perçoit comme profondément différent de lui. Et Urbain, donc, choisit, lui, au contraire, de devenir le défenseur des Arabes. Il se fait arabophile, comme d'autres se faisaient négrophiles sous la Révolution française. Il invente l'arabophilie. Mais Eshtal, de son côté, invente un autre schéma, et un schéma qui nous intéresse beaucoup, parce qu'il va se transmettre à Michelet, et par Michelet, influer sur toute l'historiographie française. Ce schéma, c'est celui de la race blanche et de la race noire. Il n'y a pas 36 races, il y en a deux. Il y a la blanche, dans laquelle moi, Eshtal, évidemment, je suis, et puis, c'est-à-dire ceux qui sont proches de l'intelligence, de la raison des sciences. Puis il y a la race noire. Et la race noire, elle est plutôt du côté du sentiment, de l'instinct, du plaisir. Alors nous, Blancs, on souffre de quelque chose en Europe. Nous ne savons plus nous amuser. Nous ne savons plus aimer. Nous ne savons plus sentir. Les Noirs savent très bien faire. Les Noirs ressemblent beaucoup de ce fait aux femmes. La race blanche et la race mâle, la race noire et la race femme. Que faut-il faire? Il faut associer les deux de la même manière qu'on va associer les femmes, on va associer les Noirs. Et donc, la solution, c'est la troisième race, celle des mulâtres, celle d'Urbain, c'est-à-dire les métis. L'humanité de demain, ce sera les mulâtres. Mais les mulâtres, attention, ce n'est pas le produit d'un homme noir et d'une femme blanche. Comme vous le savez, il ne faut pas toucher à la femme blanche. Mais c'est le produit de l'homme blanc et de la femme noire. Alors, je passe très rapidement sur ce texte que vous pouvez trouver, si vous le souhaitez, sur Google, pour dire que ça donne lieu à une véritable théorie que vous retrouvez chez deux personnages importants. L'un qui est pas très connu, il s'appelle Victor Courtet. Victor Courtet est l'auteur, c'est un Saint-Simonien aussi, il est l'auteur en 1838 d'un livre intitulé « La science politique, fondée sur la science de l'homme, ou étude des races humaines sous le rapport philosophique, historique et social ». Avant Gobineau, il pose donc la théorie de la différence des races humaines et de la supériorité de certaines. Mais lui aussi conclut au métissage. Et l'autre personnage important, c'est Michel Chevalier, Saint-Simonien du tout premier rang, qui sera professeur d'économie politique au Collège de France. Donc c'est lui le grand économiste dans la France du 19e siècle. Et le second, ce sera le roi Beaulieu, qui est son gendre, qui le remplace dans sa propre chaire. Par-dessus le marché, il va être, sous le Second Empire, le conseiller politique de Napoléon III, c'est-à-dire le penseur
des réformes de structure dont profitent les PRF, c'est Michel Chevalier. Eh bien, Michel Chevalier, à peine sorti de Saint-Simonis, fait un voyage aux Amériques et il voit la situation des Noirs, il voit la situation des Espagnols et on revient avec l'idée qu'il faut promouvoir la race latine. La race latine, c'est les Français, les Italiens, les Espagnols, contre les Anglo-Saxons, qui oppriment les Noirs aux États-Unis, mais un peu partout ailleurs. Et par exemple, l'expédition du Mexique sous le Second Empire sera faite au nom de la défense de la race latine. Et il explique, Michel Chevalier, que les grandes unités politiques de l'histoire, et ça rejoint les propos que nous avons entendus hier, les grandes unités politiques de l'histoire, c'est-à-dire les grandes civilisations, les grands empires de l'histoire, l'Inde, l'Égypte, la Grèce, Rome et la France pour finir, il y a un sentiment de déclin, ont toutes eu la clé de leur succès dans le mélange des populations, dans la pluralité des races. Mais il ne faut pas, explique Chevalier, faire comme Augustin Thierry, c'est-à-dire raconter à nouveau la lutte entre les Gaulois et les Francs pour expliquer les luttes de classe en France aujourd'hui. Il faut se projeter dans une société unie, la société de l'avenir. Il faut faire de la prospective avec les races. Et lui, qui est donc un spécialiste d'économie politique, explique, lui aussi, qu'il faut abolir l'esclavage et qu'il faut mélanger les races. Mais en promouvant, attention, particulièrement la race latine. Alors, Urbain, dans cette affaire, c'est un personnage emblématique pour nous parce qu'il s'appelle Ismaïl Urbain. Il est en Égypte, lorsqu'il se convertit à l'islam, le premier Français à réclamer le droit d'être à la fois français et musulman. Parce que quand on se convertissait à l'islam à l'époque, on perdait automatiquement sa nationalité française parce qu'en fait, on se plaçait sous l'autorité d'un souverain arabe. Et donc il demande au Conseil d'État, c'est-à-dire l'instance juridique suprême en France à l'époque, au début de la monarchie de Juillet, alors que la France vient de renoncer à avoir la religion catholique pour religion d'État. Il demande l'application. Moi, je suis musulman, faites comme pour les protestants, reconnaissez-moi comme français. Réponse du Conseil d'État, silence. Urbain sera toute sa vie avec un faux état civil, lui qui est fonctionnaire français, qui est conseiller des fils de Louis-Philippe, conseiller du gouvernement provisoire d'Algérie, conseiller de Napoléon III, travaille au ministère en France et auprès du gouvernement français en Algérie. Il est toute sa vie avec un faux état civil. Et il est donc le premier musulman français. Vous savez, c'est une question très actuelle aujourd'hui. Quand on est musulman, est-on vraiment français? Il paraît qu'à peu près 20% de la population française, aux dernières élections, n'en est pas tout à fait sûre. Alors, Urbain, quel propos tient-il? Et ça nous intéresse. Eh bien, Urbain, il n'est pas du tout sur la position de Gustave d'Echtal, il est sur la position d'abbé Grégoire, très proche. La race, c'est pas une question de physique, c'est pas... Non. Quand il arrive en Algérie, il est très frappé par le fanatisme des musulmans, dit-il. Il est surpris, en Égypte, il n'avait pas vu ça. Mais il a affaire à la résistance d'Abdelkader, l'émir Abdelkader. Et il a l'impression qu'Abdelkader est un fanatique. Mais il s'aperçoit, il interprète assez vite que cette façon de pousser la religion en avant est en réalité une forme de résistance nationale ou nationaliste. Il deviendra très ami avec Abdelkader une fois Abdelkader vaincu. On a retrouvé récemment une correspondance entre les deux hommes. Or, Urbain
est très critique envers les Arabes d'Algérie. Критически относился к алжирским Il арабам. pourrait presque dire lui aussi, comme l'abbé Grégoire, qu'ils sont dégénérés. Il n'emploie pas le mot. Lui parle, et ça c'est un mot typique de la monarchie juillet, de civilisation. Il faut civiliser les Arabes d'Algérie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est faire la même opération que l'abbé Grégoire préconise sur les Juifs allemands français, c'est-à-dire séparer, trouver une séparation quelque part à l'intérieur même d'eux, entre ce qui est le côté musulman et ce qui est le côté citoyen français. Je cite. Tant que les indigènes n'auront pas opéré une séparation radicale entre le spirituel et le temporel. Les indigènes, c'est les Arabes. Tant que leur culte et leurs dogmes religieux seront en contradiction avec nos codes. Ils ne pourront être investis du titre de citoyen français. Il faut que le Coran devienne pour eux un livre purement religieux, sans action sur la législation civile. Donc pas question de charia. Ce progrès n'est pas impossible. D'autres peuples sont sortis de l'organisation théocratique et se sont rangés sous un gouvernement séculier sans abdiquer leurs croyances. Eh bien, c'est à cela qu'il faut, selon Urbain, qu'arrivent les Français, d'une part, et les Arabes, d'autre part, d'Algérie, c'est-à-dire à trouver un compromis que nous appellerions aujourd'hui laïque, le même compromis, en somme, par lequel les catholiques ont accepté de faire une séparation à l'intérieur d'eux-mêmes entre leur côté catholique et leur obéissance au pape, d'une part, et leur côté citoyen de la République française, d'autre part. Et la même séparation qui est demandée aux Juifs par l'abbé Grégoire entre tout l'aspect spirituel, traditionnel de la loi de Moïse, d'une part, et d'autre part, l'appartenance à une communauté qui serait encore gouvernée par les lois du royaume de Jérusalem, malgré la dispersion. J'en arrive à quelques conclusions. La conclusion que j'ai eu du mal à accepter, c'est que Gustave de Staël se comportait dans cette affaire comme un juif blanc dominateur. Il est clair, d'autre part, qu'Ismaël Urbain se comporte, lui, comme un métis, un sang mêlé, quelque peu complice et partisan, ou au moins intermédiaire, entre les blancs et les noirs. C'est-à-dire qu'il reprend un peu la même posture qui est celle des gens de couleur dans les colonies, en choisissant d'être arabe, c'est-à-dire ni blanc, enfin ils ne choisissent pas tout à fait d'être arabe, ni blanc ni noir. Donc notre arabophile et notre premier français musulman, quelque part, il est aussi au prix d'une trahison qu'il assume de la race maternelle, la race femme, la race des noirs. Bon, première conclusion, relativement partielle, mais humainement difficile à accepter intellectuellement. Deuxième conclusion, en fait, le combat contre le racisme, le combat contre la laïcité sont un seul et même combat, mais qui passent par de la complexité et qui est un vrai combat dans lequel, forcément, il y a, je dirais, du sang et des cicatrices et de la douleur. Il n'est pas facile pour un juif du XIXe siècle d'accepter les conditions de la citoyenneté française posées par l'abbé Grégoire. Et je pourrais reprendre biographiquement la vie des Pereire, la vie de Gustave de Staël, et montrer qu'il n'abandonne pas l'habitat communautaire, montrer qu'il n'abandonne pas les mariages consanguins, montrer qu'il n'abandonne pas la langue, montrer qu'il n'abandonne pas la profession de financier. C'est très difficile.
C'est compliqué, c'est douloureux. C'est pas simple, même lorsqu'on se situe clairement